Bonsoir à tous ceux qui ont fait le déplacement, qui nous font l'amitié d'être présents ce soir. On est très content de pouvoir présenter cet ouvrage donc intitulé Éthique vaccinale et célébrer sa parution. On avait envie de faire un événement qui soit convivial, à la fois pour remercier tous les contributeurs. On l'a dit, il s'agit d'un ouvrage collectif, même si c'est Paul Loup et moi qui l'avons co-dirigé. Donc un événement qui soit convivial, et puis profiter aussi, après plusieurs années durant lesquelles ça n'a pas été possible, de se réunir, de se retrouver en présence, de pouvoir discuter dans le dispositif le plus simple et le plus direct autour de tous ces thèmes abordés dans l'ouvrage. Alors j'aimerais aborder un peu la genèse de cet ouvrage et se replonger durant cette année 2020 trépidante. Il faut se souvenir que pendant les premiers mois de la crise, on n'imaginait pas qu'un vaccin pourrait être prêt. Alors on parlait, les échelles de temps typiques qui étaient avancées, c'était la dizaine d'années. Et on se disait que probablement avec tous les efforts de recherche qui étaient entrepris, on pourrait ramener ça à 5 ans, 3 ans peut-être. Mais personne n'imaginait donc pendant ces premiers mois que les vaccins émergeraient si vite. Et donc, quand, dès le mois de septembre 2020, les premiers résultats nous sont parvenus des études du vaccin Pfizer, phase 3, qui semblait démontrer une très bonne efficacité, il nous a semblé urgent, ici à l'Espace Éthique, d'anticiper la suite et de mettre en place, pour commencer, ce qui avait été un groupe de travail, dans les meilleurs délais. Je crois que les premières séances, ça devait être en octobre ou en novembre, dans le but simplement de contribuer à identifier les problèmes qui pourraient se poser si le vaccin se trouvait disponible prochainement, ce qui semblait devoir être le cas. Et c'était une première démarche qui nous semble relever de l'éthique, discuter et réunir des gens au point de vue et aux compétences diverses pour avoir moins de points aveugles sur une question. Alors, on a commencé à aborder successivement des questions scientifiques lors d'une première séance avec Odile Launay, et puis par la suite des problèmes éthiques tels que ceux de la priorisation, de la communication, de l'aller vers, car il ne suffit pas d'ouvrir la vaccination à une catégorie de personnes pour que toutes ces personnes se précipitent et puis qu'on ait 100% de vaccinés. Il y a des dispositifs à mettre en place. Ce qui nous a fait parler aussi bien sûr de défiance, d'hésitation vaccinale. Et on a eu l'une ou l'autre séance consacrée aussi à une vision plus globale, moins centrée sur la France, sur les problèmes spécifiques rencontrés ici, avec la juste distribution des doses à travers le monde, le vaccin comme bien commun. On va en reparler plus tard lors de l'une des interventions. Et puis finalement, à mesure que ces séances avaient lieu, mais que le réel venait aussi compliquer et raffiner les réflexions, avec notamment les variants qui ont commencé à changer la donne, par exemple, on a pensé qu'un ouvrage qui laisserait une trace de tous ces épisodes serait important. Alors il ne s'agissait pas d'être exhaustif, c'est pas possible sur cette problématique comme sur n'importe quelle autre. Il ne s'agissait pas non plus forcément de donner la recette pour les futures crises, de dire voilà, ça s'est passé comme ça, on sait que les prochaines seront différentes, que chacune a ses spécificités, donc ça ne donne pas les solutions clés en main, ni ce livre, ni d'autres documents. Par exemple, la vaccination des jeunes, dont on reparlera aussi sans doute, ça a été un problème très spécifique pour une maladie qui, dans la majorité des cas, n'était pas grave pour eux. Mais on reste persuadé que l'expérience acquise sur la vaccination à travers cette crise, et que nous avons tenté de restituer le mieux possible dans l'ouvrage donc présenté ce soir, sera précieuse pour le futur d'une certaine manière. En particulier, les auteurs des différents textes ont, je crois, réussi à dépasser les positions binaires qu'on sait avoir été très présentes sur la vaccination, être pour ou contre, pour chaque question liée à la vaccination, être pour ou contre la vaccination en général, et puis pour telle ou telle catégorie, et pour l'obligation, etc. Et je crois que c'est une autre fonction importante de l'éthique que de savoir prendre de la hauteur et cadrer les problèmes différemment en étant moins
guidé par la défense d'une position tranchée que par une discussion essentiellement rigoureuse et informée. Alors évidemment, cet ouvrage est daté. En fait, il l'était même avant sa parution. Beaucoup de textes qu'il compose sont attachés à une période qui peut sembler déjà loin. C'était il n'y a pas si longtemps, mais on a déjà tellement changé d'époque par rapport au sommet de la crise. D'ailleurs, consacrer une soirée à la vaccination Covid, ça peut déjà sembler un peu anachronique pour certains. Mais je pense aussi que tout en étant ancré temporellement à une crise qui est maintenant, on touche du bois, on met plein de guillemets, mais plutôt derrière nous, ce livre a aussi ouvert la voie vers une approche un peu plus apaisée de la vaccination. Justement parce qu'il ne propose pas une lecture trop tranchée des problèmes, qui prend le temps, qui prend du recul. Et il me semble que nous sommes passés justement d'une crise aiguë à un problème plutôt chronique, et qu'avec ça, le moment semble aussi plus propice pour reconsidérer à froid des questions que nous avons été contraints de traiter à l'époque dans l'urgence. Et je passe maintenant la parole à Paul-Loup Weil-Dubuc, qui a coordonné cet ouvrage avec moi. Bonsoir à tous. Merci à tous d'être là. Je vais continuer avec quelques mots de contextualisation de cet ouvrage et de la discussion qui va suivre. D'abord, commencer peut-être par un constat. Il y a une espèce de lassitude à parler aujourd'hui du Covid. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut peut-être ressentir, que beaucoup d'entre nous ressentent après 2 années à parler beaucoup de cela. Peut-être qu'on a l'envie de parler d'autre chose, de penser à autre chose. Il y a encore 1 an et demi, les chaînes d'information continue consacraient une bonne partie de leur temps au Covid. Aujourd'hui, il n'en est presque plus question. Il y a encore évidemment beaucoup d'articles, de publications scientifiques sur le Covid en 2023. Et sur PubMed, il suffit d'aller sur PubMed pour s'en apercevoir. Mais tout porte à croire que le sujet du Covid, également celui de la vaccination anti-Covid, sont sortis de notre quotidien. Pourtant, le nombre de cas par jour reste à un niveau relativement important aujourd'hui, environ 8000 cas par jour. On continue aujourd'hui de mourir de cette maladie. Des cas de Covid long continuent d'apparaître. Et dans un avis paru en juillet dernier, en juillet 2022, il y a 9 mois, le Conseil scientifique, dans son dernier avis, envisage dans un scénario 3, je cite, l'émergence d'un variant X doté d'une capacité d'échappement immunitaire et d'une contagiosité suffisante pour être responsable d'une nouvelle vague immunitaire potentiellement associée à la résurgence de formes sévères de la maladie. Et donc la menace d'un retour à des situations de tension hospitalière que nous avons connues reste importante. On pourrait s'étonner de ce décalage entre ce retour à la normale et la menace toujours présente. Et le Conseil scientifique Covid-19 avance une hypothèse sur ce décalage. Selon cet avis, l'opinion publique, en tout cas la majorité des gens, serait prêt à vivre avec le virus. Vivre avec le virus, ce qui rejoint un peu ce que Vincent Israël-Jost disait à l'instant, le passage d'une éthique de crise à une éthique de la chronicité. Alors peut-être que le Covid-19 n'est pas sorti de notre quotidien, mais peut-être qu'il y est tellement entré que nous vivons désormais avec lui. Donc l'inverse. Que veut dire vivre avec le virus ? Alors cela ne va pas de soi, on peut caractériser cet objectif de façon assez imprécise. Vivre avec le virus, c'est renoncer à la perspective d'une éradication du virus, c'est prendre le risque d'une résurgence épidémique qui accompagne nécessairement une vie sociale retrouvée, avec potentiellement un virus qui échapperait à nos défenses immunitaires et pourrait provoquer des formes graves. Autrement dit, c'est considérer la menace du virus comme un risque parmi d'autres de la vie sociale et de la vie individuelle. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que veut dire vivre avec le virus ? On voit que c'est un objectif assez indéterminé. Quel niveau de risque acceptons-nous et quel niveau de protection et donc de contraintes conservons-nous, notamment en matière de masques, de tests et de vaccins ? Cela reste donc une question entière. Et la question qui nous occupe est donc celle de savoir ce que devient la vaccination dans cette nouvelle ère, ce qu'elle doit devenir,
Et c'est la question que nous avons posée dans ce livre. Au début de l'année 2021, la fonction de la vaccination s'imposait d'elle-même. Finalement, nous n'avions pas d'autre recours. Les résultats des essais cliniques étaient très encourageants et il fallait faire reculer cette pandémie pour que la vie sociale et économique puisse reprendre son cours. Les questions d'éthique, finalement, étaient de deux ordres, si j'essaye de schématiser les choses. Comment communiquer? Comment convaincre les hésitants? Respecter l'assentiment des personnes atteintes de troubles cognitifs, par exemple. Fallait-il obliger ou non les personnes à se faire vacciner? Fallait-il obliger les soignants, pour citer des exemples? Et d'un autre côté, comment distribuer équitablement les doses de vaccins, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle globale? Disons, un grand axe de réflexion autour de l'autonomie et un autre grand axe autour de l'équité, si on veut résumer. Au cours des années 2021 et 2022, alors même qu'on commençait à sortir du tunnel, à voir l'issue de cette crise du Covid, en grande partie grâce à la vaccination, qui non seulement se révélait efficace, mais avait suscité donc une adhésion au-delà de toute attente en France, le besoin d'une éthique vaccinale n'a pas tari, mais les questions se formulent un peu différemment. Il ne s'agit plus tant de savoir comment convaincre les hésitants ou les refusants, mais d'interroger sur le temps long, comme l'a très bien dit Léo, les motivations de ces hésitations et de ces refus auprès de ceux qui ne se vaccinent pas nécessairement au nom de croyances irrationnelles, pas nécessairement non plus par égoïsme, mais parce qu'ils ne se sentent pas vraiment concernés, parce que la vaccination ne fait pas toujours partie de leurs priorités. Ces travaux sur la vaccination ne sont évidemment pas nouveaux, mais la singularité du Covid nécessite de les prolonger en les actualisant. Par ailleurs, il ne s'agit plus tant de réfléchir sur les règles équitables de distribution que d'identifier les obstacles à l'accès à la vaccination, non seulement comme acte, mais aussi comme idée, non seulement dans une société politique qu'est la France, mais aussi dans le monde entier. Et donc, ce à quoi nous sommes confrontés finalement, à travers ce questionnement, ce champ de l'éthique vaccinale, c'est à toute une série de questions à la frontière de l'éthique et du politique qui concernent donc l'organisation des sociétés et la gouvernance mondiale de la santé. Et voilà à quoi finalement nous sommes arrivés. Merci à tous les contributeurs d'être présents, enfin à ceux qui en tout cas vont faire une présentation. On va maintenant passer aux interventions proprement dites. Donc ce qu'on a prévu de faire, c'est de consacrer à chaque présentation 10 minutes, puis 10 minutes de questions pour qu'on puisse échanger. Pour ce qui est du livre, il est en vente ici, soit via un chèque libellé à l'ordre d'ERES, soit en nous donnant du liquide qu'on transmettra à ERES. Voilà. Voilà pour cette information-là. ERES qui est la maison d'édition. Qui est la maison d'édition, oui, tout à fait. Ouais. Donc, je vais tout de suite laisser la parole au premier intervenant, qui est Rudy Valentino, et qui a écrit la première contribution de l'ouvrage, qui est pneumologue, réanimateur et également directeur de l'espace de réflexion éthique de Martinique. Merci beaucoup, Rudy.